Tous et merci pour cette invitation. Donc moi je suis hydrogéologue, donc je vais vous parler d'eau souterraine. Et puis on va se déplacer un peu et on va prendre de l'altitude pour aller plutôt côté valaisan. Et juste avant de commencer, pour illustrer la thématique, j'ai choisi donc un captage d'eau en montagne sous la neige. Pour illustrer le fait que c'est aussi et beaucoup en montagne la quantité de neige qui tombe en hiver qui va influencer la sévérité des étiages et donc les sécheresses. Donc avant d'aller plus loin, juste un bref rappel sur les eaux souterraines. Donc en Suisse, les eaux souterraines sont particulièrement importantes. On a environ 80% de l'eau potable qui provient des eaux souterraines. Et puis dans les vallées alpines, on atteint plutôt les 100%. Donc ici, vous avez une représentation très simplifiée des eaux souterraines, donc, qui est la quantité d'eau qui est contenue dans les pores de la roche, dans la zone saturée en eau. Et ce qui va influencer les eaux souterraines, ça va être la recharge, c'est-à-dire la quantité de précipitations et de fonte de neige qui va s'infiltrer dans le sol et venir alimenter les eaux souterraines. Et donc ça va déterminer comment le stock d'eau va fluctuer et donc déterminer quelle quantité d'eau on va pouvoir pomper, quel va être le débit des cours d'eau. Ça va influencer aussi donc, les niveaux des lacs, les débits des sources, et puis certains écosystèmes qui dépendent des eaux souterraines comme les eaux humides. Donc ça, c'est une représentation très simplifiée. Donc c'est vraiment la recharge qui vient influencer la quantité d'eau stockée. Et puis ensuite, l'évolution de ce stockage va vraiment dépendre du milieu souterrain qu'on a. Donc avant d'aller plus loin, on en a parlé déjà, mais un bref retour sur l'année 2022. Donc j'avais trouvé le titre du temps qui était assez éloquent, notamment sur notre retard concernant la prise de données en hydrogéologie. Donc on nous a posé beaucoup de questions concernant l'hydrogéologie. Donc on a dû répondre à différentes questions. Est-ce qu'il faut s'attendre à des pénuries? Comment on peut se préparer au mieux aux sécheresses? Quelle est l'influence du changement climatique? Est-ce que nos sources de montagne risquent de s'assécher? Donc pour répondre à ces questions, évidemment, on a besoin de données. Et malheureusement, on n'en a pas toujours, donc on ne peut pas répondre toujours à ces questions, ou en tout cas pas de manière générale et spécifique aussi sur les différents systèmes. Donc comme je le disais, pour répondre à toutes ces questions, on a besoin de données, et aussi pour définir la sécheresse hydrogéologique. Donc la sécheresse hydrogéologique, si on prend la définition, en fait, c'est un déficit de débit ou de niveau d'eau sur une période qui va être bien plus bas que la moyenne. Donc la définition est assez floue et surtout, en fait, on a besoin de connaître ce qu'est la moyenne. Donc on a besoin de connaître le débit ou le niveau du système qu'on regarde. Donc ici, pour vous illustrer comment va se propager la sécheresse hydrogéologique, ou en tout cas un déficit de pluviométrie, donc j'ai choisi ce schéma. Donc vous avez les précipitations ici. Vous voyez un déficit de précipitation qui se propage. Donc d'abord, vous voyez comment réagissent les cours d'eau, donc qui ont un temps de réaction de quelques jours qui est assez rapide. Et puis, pour les eaux souterraines, on a un temps de réaction qui va varier en fonction du système, qui va être en général plus lent. On parle d'une inertie plus importante des systèmes souterrains, mais c'est très variable. On va avoir des systèmes qui vont réagir quasiment aussi vite que des rivières, et puis d'autres qui vont réagir vraiment beaucoup plus lentement, de l'ordre de quelques mois ou encore de quelques années. Donc finalement, la sensibilité d'un aquifère à une sécheresse météorologique va vraiment dépendre du système qu'on regarde et de sa réactivité. Donc pour résumer, on a parlé de sécheresse météorologique qui est liée aux précipitations qui va influencer la recharge. Et donc ça peut entraîner une sécheresse hydrogéologique au niveau de la ressource en eau souterraine.
Et puis il y a aussi le terme de pénurie qu'on a beaucoup employé, qui est encore différent parce que il faut là considérer la ressource, mais également nos besoins en eau. On peut avoir une sécheresse hydrogéologique sans avoir de pénurie, et inversement. Donc pour vraiment savoir où on en est et améliorer notre gestion de l'eau, on a besoin de différents niveaux de données. Donc le premier niveau de données, pour l'exemple de l'eau potable, c'est de connaître notre ressource. Donc pour ça, on a besoin de savoir quelle est l'offre naturelle, on a besoin de données de précipitation, de données de débit, de niveau d'eau. Et donc grâce à ça, on va pouvoir savoir comment réagit la ressource à une sécheresse météorologique. Et puis après, il y a d'autres niveaux de données dont on a besoin pour gérer l'approvisionnement. Donc là, on a déjà un peu plus de données, en tout cas en montagne, sur combien d'eau on va capter, combien d'eau on va pomper. Et puis aussi au niveau des réseaux de distribution, il y a toujours cette question des fuites qui est très peu quantifiée. Et puis le troisième niveau, c'est la demande. Il faut qu'on sache quelle est la demande, quels sont nos besoins. Et là, on a aussi besoin de données pour pouvoir finalement planifier la gestion de l'eau potable. Donc moi, je vais surtout me concentrer sur cette partie-là à travers un exemple dans le canton du Valais, donc, qui se situe dans le Val de Bagne, ici. Donc c'est une vallée qui a son alimentation en eau potable qui se fait 100% à travers les sources de montagne, parce que donc, tout simplement, elles sont beaucoup moins influencées par tout ce qui est anthropique, et puis elles coulent naturellement des versants, donc c'est beaucoup plus facile à capter et ensuite à transmettre selon les besoins. Donc ici, on a plus d'une cinquantaine de sources qui sont situées dans la vallée, qui sont captées pour l'eau potable, dans des géologies, donc dans des systèmes hydrogéologiques différents et aussi à des altitudes différentes. Donc il faut savoir que actuellement, dans les vallées alpines, on a vraiment très peu de données qui sont vraiment destinées à savoir quelle est la ressource disponible. Donc on a essayé d'utiliser des données qui sont utilisées pour la gestion de l'eau et essayer de trouver lesquelles correspondaient vraiment à la variation naturelle de la ressource. Et la question qu'on s'est posée, c'est quelles sont les ressources stratégiques qui vont permettre d'assurer une alimentation en eau potable fiable dans le contexte de changement climatique et dans ce contexte d'augmentation des sécheresses. Donc nous, pour faire nos études, comme je vous le disais, on a besoin des données naturelles, donc ce que peut produire la ressource, des données qui sont continues dans le temps, si on peut, et que vous voyez illustrées ici. Bon, là, je vous ai choisi quatre exemples. Mais déjà, à travers ces 4 exemples, vous pouvez voir que sur une petite zone géographique, eh bien, on a déjà des comportements très différents. Vous voyez l'exemple de la source S13 qui montre très peu de variations d'une année à l'autre. Donc, vous voyez ici, c'est les différentes années. Et puis, par exemple, la source S1 ou la source S2 qui, elles, vont réagir fortement à la période de fonte avec une augmentation du débit pendant la période de fonte et puis une diminution du débit après cette période de fonte pour atteindre des débits minimums à la fin de l'hiver. Donc on a déjà eu un peu de mal à trouver ces données. On a essayé aussi d'instrumenter les captages pour avoir davantage de données, donc directement dans les chambres de captage, parce que ces données-là, elles sont prises au niveau des réseaux de distribution. Donc c'est pas très compliqué, mais c'est pas non plus si facile d'avoir des bonnes données. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc vous voyez ici la source qui était présente juste sur la slide d'avant. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais on n'a pas les débits maximum. En fait, c'est juste que la conduite où se fait la mesure arrive à saturation, et donc on manque le débit maximum. On ne le mesure pas, et en fait, ça, c'est aussi problématique quand on veut savoir quel est le fonctionnement hydrogéologique des sources. Donc c'est bien important de bien dimensionner la prise de mesure au préalable.
Ensuite, un autre exemple, c'est que souvent la mesure de débit, elle ne se fait pas au niveau de la source, elle se fait plus bas, et puis on capte plusieurs sources en même temps. Et parfois, on doit en enlever une pour la gestion, parce qu'on nettoie la chambre de captage, parce qu'il y a une pollution. Et donc, on ne va pas mesurer toujours le même nombre de sources. Donc ça aussi, ça peut poser des soucis. On ne peut pas utiliser les données quand on... Ça paraît simple comme ça, mais en fait, il faut avoir un suivi de tout ça et bien enregistrer ce qu'on mesure. Ensuite, si je reprends l'exemple de la source S1 dont je vous ai parlé tout à l'heure, souvent on obtient une série comme ça. En fait, avec plein d'artefacts, des changements de niveau des sources. Parfois, il nous manque aussi des périodes dans le temps. Et tout ça, ça péjore les analyses qu'on peut faire derrière. Voilà. Donc, si on a des bonnes données, on peut faire beaucoup de choses. Donc, sur les sources sur lesquelles on a réussi à avoir des bonnes données, donc c'est toutes des sources qui sont dominées par la fonte de neige, comme je vous l'ai dit. Et puis, évidemment, plus la série est longue dans le temps, plus l'analyse va être fiable. Donc, on peut utiliser différents indicateurs de résistance à la sécheresse pour classifier les sources. Donc, ces indicateurs, c'est principalement des analyses statistiques qui sont liées aux chroniques de débit des sources. Donc, je les ai juste listées brièvement comme ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, il y a des différents indicateurs liés au débit. Et puis, on peut aussi regrouper les courbes de décroissance entre elles. Donc, les périodes où on a vraiment ce débit qui diminue sans apport d'eau, surtout pendant l'hiver. Et on peut donc caler des modèles de décroissance avec le coefficient alpha ou le temps de demi-décroissance, donc le temps au bout duquel on a la moitié du réservoir qui s'est vidé. Et ensuite, on peut combiner ces différents indicateurs statistiques pour classifier les sources en fonction de leur résistance à la sécheresse. Donc vous voyez ici ce qu'on a pu obtenir dans le Val de Bagne avec 3 niveaux de résistance à la sécheresse, des sources qui vont avoir un bon niveau de résistance, et puis des sources qui vont être beaucoup plus sensibles à la sécheresse. Donc déjà, ça c'est une information importante pour les gestionnaires pour savoir éventuellement quelles sources ils doivent privilégier s'ils doivent faire des travaux, des infrastructures sur les sources. Donc ça, c'est une première information, mais qui reste qualitative. Ensuite, si on veut avoir une information quantitative, là, il faut d'autres données. Donc ça, c'est un autre indicateur qui est lié au bas débit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire tous les bas débits des chroniques de débit. Et puis, on va caler des distributions statistiques sur ces débits. Et ça va nous donner les temps de retour des débits minimums. Donc là, on a 4 exemples avec 4 sources. Et ça nous donne, à l'horizon de 10 ans, quel débit minimum on est susceptible d'avoir. Donc ça, c'est basé sur les données historiques. Et ça nécessite vraiment un long suivi de données. Là, on a pris toutes les chroniques qui avaient plus de 10 ans de données. Donc ça, c'est une information qui est quantitative, mais elle ne prend pas en compte l'évolution du climat. Donc si on veut prendre en compte l'évolution du climat, et là, on est obligé de passer par la modélisation. Donc ici, c'est l'illustration du modèle qu'on a utilisé. Donc c'est un modèle hydrologique de type réservoir. Donc on utilise ce modèle. Ensuite, on va le caler sur les chroniques de débit des sources. Donc vous avez un exemple ici, donc on va calibrer les paramètres de neige, les paramètres de sol, les paramètres hydrologiques. Et puis, vu qu'on est dans un système souterrain, c'est un peu différent d'un système de surface, il va falloir qu'on définisse une zone de recharge. Donc ça ajoute aussi une complexité pour ce qui est de la gestion, de la modélisation des sources. Et puis, bien sûr, après, une fois qu'on a un modèle calibré, on peut tester des scénarios d'évolution climatique, pour ensuite avoir l'évolution future du débit des sources. Donc ça, on l'a fait sur 2 sources. Je vais vous montrer les résultats qu'on a obtenus. Donc ici, vous voyez ces 2 sources qui ont des comportements assez différents. La source S2 qui est assez réactive, et puis la source S1 qui a un comportement plus inertiel. Donc vous voyez les évolutions pour les débits journaliers à l'horizon 2100. Donc là, on a testé un scénario assez pessimiste.
avec, donc c'est un scénario extrême, RCP 8.5, qui prévoit beaucoup moins de précipitations estivales. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une légère tendance à la baisse, donc avec ce scénario extrême, et puis il y a le débit de la source S2 qui se rapproche de zéro, mais qui reste quand même, qui n'est pas à sec en fait, mais qui se rapproche de plus en plus d'une situation assez, proche de zéro, tandis que la source S1, elle, conserve des débits quand même qui sont relativement élevés. Mais ce qu'on voit, c'est que, évidemment, on s'y attendait un petit peu, on a une augmentation de la durée et de l'intensité des périodes d'étiage estivales, donc en fin d'été, alors que d'habitude, jusqu'à présent, les étiages sont plutôt au moment de l'hiver, donc dans la seconde moitié du siècle, comme on voit bien là sur S1 et S2 aussi. Ensuite, ce qu'on a regardé aussi, ce qui est important de voir, c'est quelles sont les tendances saisonnières. Parce que vu qu'on a un régime hydrogéologique qui est dominé par la fonte de neige, et qu'on va avoir moins de neige, qu'elle va fondre plus tôt dans l'année, on a vraiment un décalage de la courbe moyenne, la courbe du débit moyen saisonnier. Donc ici, c'est représenté en fonction des mois. Et donc on voit que donc ça c'est en noir, donc la référence, et puis en rouge c'est la moyenne à l'horizon 2085, donc c'est une moyenne sur 30 ans. Donc vous voyez qu'on a la période de hautes eaux qui va se déplacer, vu que la neige fond plus tardivement, et on va avoir une diminution du débit en période estivale, au moment où, évidemment, on va avoir le plus besoin d'eau. Donc c'est là où ça peut poser souci. Donc globalement, en région alpine, on va avoir cette tendance à la fois sur les cours d'eau et sur les eaux souterraines, et donc sur les sources aussi. Donc ça a une implication sur la gestion de l'eau. Donc si on reprend cet exemple, on voit que par rapport à la référence, donc on diminue le débit qui va être disponible sur les sources S1 et S2. Donc on a une diminution du débit moyen de mai à janvier, comme c'est illustré ici, donc par rapport à la référence. Et puis pour la source S1, qui est assez inertielle, on a environ moins 15% du débit en période estivale, à la fin de l'été. Tandis que pour la source S2, là, on a moins 50% du débit à la fin de l'été. Voilà, donc ça, c'était pour la quantité. Je fais juste une petite salle sur la qualité, parce qu'elle est aussi importante. Par contre, on a quand même beaucoup moins de données sur l'évolution de la qualité liée aux sécheresses. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis dans les captages aussi une mesure de la conductivité électrique. Et puis on a classifié les sources en 3 systèmes, des systèmes peu réactifs, intermédiaires et réactifs. Et on voit que la conductivité électrique, qui représente en fait tous les ions qui sont dans l'eau, elle va varier différemment en fonction aussi de la réactivité de la source. Et ça illustre la sensibilité d'une source si on a une pollution de surface. Parce que quand on a une baisse importante de conductivité, c'est qu'on a l'eau de la fonte de neige qui arrive dans le système. Donc voilà, il faut prendre en compte aussi le fait que des systèmes plus réactifs vont être plus sensibles à des pollutions, mais vont être plus résilients aussi. Ils vont avoir une meilleure tendance à se remettre si on a une pollution qui les atteint. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Donc si je résume, toujours sur les données, aujourd'hui, on a besoin de données de suivi pour faire ce genre d'analyse. Et puis, il faut qu'on les pense bien, il faut qu'on réfléchisse à si elles vont répondre à nos besoins. Ensuite, ces données, elles ont besoin d'être gérées. Il faut les vérifier, il faut les corriger. Donc, il y a vraiment tout un suivi derrière qui est important. Et enfin, on va pouvoir les valoriser donc avec soit le calcul d'indicateurs statistiques, soit la modélisation. Et ça va nous aider à planifier la gestion des ressources et ça va nous aider dans les processus de décision. Et puis le quatrième élément que j'ai mis ici, c'est aussi une question à se poser, c'est la distribution, la diffusion des données.
Est-ce qu'on fait des plateformes web pour que chacun puisse avoir accès à ces données? Est-ce qu'on uniformise ces données au niveau du canton ou au-delà? C'est des questions aussi qu'il faut qu'on se pose. Donc si je reviens sur ma slide sur quelles données sont nécessaires, donc les données au niveau de la ressource, au niveau de l'approvisionnement et au niveau de la demande. Donc là, je vous ai parlé de l'eau potable, mais évidemment, il n'y a pas que l'eau potable. Il faut qu'on ait une gestion multi-usage de l'eau. Il y a beaucoup d'autres usages. On a parlé de l'écologie, il y a aussi l'agriculture, l'élevage, l'industrie, l'énergie, le tourisme. Il y a beaucoup d'autres usages qui vont aussi avoir un impact sur la ressource en eau et son offre disponible. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des données à tous ces niveaux pour avoir une gestion et une bonne planification et pour la gestion intégrée de l'eau. Donc avant de terminer, je vais juste vous montrer un exemple, toujours dans le canton du Valais, sur le fait qu'on a besoin aussi de données au niveau des besoins et que ça va influencer l'offre disponible. Donc là, on descend de la vallée et on va dans la vallée du Rhône. Donc vous avez Sion qui est ici. Et ça, c'est le réseau de suivi des niveaux d'eau dans la nappe du Rhône. Donc vous voyez qu'au niveau données de suivi, là, on n'est plus du tout dans la même problématique. On a beaucoup de données de suivi avec des longues chroniques de débit des nappes, de niveau des nappes. Mais on a d'autres problématiques. En 2019, le canton a demandé un recensement des différents puits agricoles. Donc on a 1600 puits agricoles qui ont été recensés donc dans le Valais central. Donc si je zoome sur cette partie-là, vous voyez ici tous les puits agricoles. Et en fait, ces puits agricoles, on n'a pas de données de débit qui sont pompées dans ces puits agricoles. Donc évidemment, ça a un impact sur la ressource. Et pour l'instant, on manque de données pour savoir combien est pompé et quels sont réellement nos besoins. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des mesures indirectes pour voir l'impact de ces pompages dans la nappe. Donc là, on a une illustration au printemps 2017, c'est pour prévenir contre le gel. On a beaucoup de pompage dans la nappe. On voyait ici la représentation du niveau de nappe par rapport à la référence hors pompage. Et ici, pendant le pompage, donc on voit que sur certaines zones, on a une forte influence de ce pompage dans la nappe à ces niveaux-là. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. Donc, juste pour résumer ce qui a été dit, on peut utiliser des indicateurs de résistance à la sécheresse qui nous fournissent une première classification de la sensibilité des eaux souterraines sur la base de leur inertie ou réactivité. Ensuite, on peut utiliser la modélisation hydrologique qui va nous donner une estimation de l'évolution des débits en fonction du changement climatique et des sécheresses et qui constitue un outil utile pour la gestion de l'eau à long terme. Et puis, donc, je vous ai beaucoup parlé de données parce que pour moi, il est urgent de mettre en place un réseau de suivi approprié pour les eaux souterraines afin d'obtenir des mesures continues de la ressource en eau disponible au niveau des débits et des niveaux d'eau et aussi, bien sûr, des besoins en eau. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Mariano. C'est très intéressant de voir que, bon, c'est normal. Pour prévoir le futur, il faut faire des simulations sur des modèles, il faut des données. C'est clair, c'est normal. Mais j'ai vu un article de journal, on est en retard. Et oui, qu'est-ce que vous en pensez? C'est clair. Mais ça me ressemble vraiment à un grand problème qu'on est en retard. Et la question, c'est, dans le Valais, c'est une initiative du canton, c'est votre initiative. Comment on commence à avoir ces données? À mon avis, oui, il faut une initiative au niveau cantonal. Oui. Alors, chaque canton doit prendre des décisions pour rendre, disons, obligatoire. Oui. C'est juste que ça a un coût, la prise de données. Donc après, vu que la gestion se fait par commune, ça dépend de quels moyens la commune est prête à mettre
dans le suivi de sa ressource. Après, le canton essaye aussi de développer partiellement des zones de mesure, mais ça reste encore aujourd'hui un peu timide dans les zones de montagne en tout cas. Et 26 cantons, 26 suivis de données différents, peut-être, à être optimiste. D'accord, merci beaucoup. Question de la salle. On peut prendre quelques questions. Non vedo mani alzate. Je ne vois pas de main levée. Oui, il y en a une. Sebastiano Pera. Grazie per questa. Alors, merci. Cette présentation était extrêmement intéressante. Alors, on a parlé de l'importance des eaux souterraines en tant que source d'eau potable. 80% vient de ces eaux, mais alors, si on compare le niveau de suivi des eaux souterraines et celui des précipitations, par exemple, qui ont des séries longues qui remontent à 150 ans, alors la question est donc la suivante. Dans le cas d'espèce, dans cette région, les séries de mesure de débit des sources ou des eaux souterraines remontent à combien d'années? Alors, c'est très différent en fonction des zones. Comme je vous parlais, dans la plaine du Rhône, on a des données qui remontent à, je pense, le maximum, c'est 50 ans. Plutôt 30 ans sur les séries longues. Et puis, ouais, entre 30 et 50 ans, vraiment le max, mais c'est très peu de points. Et puis après, on a un réseau qui s'est densifié, je pense, sur les 10 dernières années. Ensuite, pour ce qui est du suivi des sources en montagne, là c'est très disparate, c'est vraiment au bon vouloir de la commune. Donc là, moi le maximum que j'avais c'était 10 ans, mais c'était vraiment sur très peu de sources. Et je pense que c'est une commune qui était quand même assez bien dotée en données, donc ça dépend vraiment des communes. Mais je pense qu'au niveau des sources, ouais, on a rarement plus de 10 ans de données. Et après, il faut voir la qualité de la donnée. Altre domande? Encore d'autres questions? Vous parliez au niveau de la qualité de l'eau aussi, qu'il y avait des analyses de conductivité. Vous n'êtes pas rentré trop dans le sujet, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi des valeurs à rechercher au niveau bactériologique, au niveau physico-chimique? Je pense aux germes, aux entéros, etc. Comme par exemple physico-chimique niveau carbone organique total ou autre, à avoir aussi pour pressentir ces sécheresses, voir s'il n'y aura pas une modification de la qualité de l'eau. Oui, effectivement. Alors, tout ce qui est bactériaux, c'est suivi. Donc là, pour le coup, c'est une obligation. Donc, c'est suivi régulièrement. Donc là, il y a des données sur tout ce qui est bactériologie. Après, donc moi, là, j'interviens pas trop. Ces données-là, je les connais peu. Par contre, pour tout ce qui est suivi des paramètres physico-chimiques, là, ça se développe. Justement, là, on a mis en place des sondes de mesure en continu de la conductivité électrique. Et puis, après, il y a d'autres suivis cantonales, surtout dans la plaine du Rhône, au niveau de tous les polluants. Après, aussi, dans les zones de montagne, on peut avoir d'autres pollutions. Là, c'est plus des pollutions anthropiques, mais c'est des pollutions géogéniques qui sont liées au milieu. Donc, par exemple, l'arsenic. Donc là aussi, on a fait des suivis justement dans cette même vallée. Finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait peu d'arsenic ou d'autres pollutions géogènes présentes dans les eaux. Mais il y a quand même des zones où potentiellement on peut avoir des problèmes. Et là, il faut mettre en place justement un suivi pour voir si on a des différences entre haute eau et basse eau et s'il peut y avoir une influence, une évolution avec justement la sécheresse. Ça, pour l'instant, on ne sait pas trop quelle va être l'évolution.
Et puis, il faut savoir aussi que les données, à part les données de conductivité dont je vous ai parlé, c'est que des mesures ponctuelles. Donc, c'est très difficile de faire le lien avec les sécheresses. Il faudrait avoir un suivi qui est régulier sur les mêmes points à des périodes bien strictes pour voir des tendances. Merci. Merci beaucoup, Marie-Arnaud, de ce côté.